Hello guys, j'espère que tu vas bien, moi je vais super bien. Ici Hakim de l'école Fools Media. Dans la vidéo précédente, nous avions vu le triangle d'exposition. Je t'ai montré comment ces trois paramètres qui sont la vitesse, l'ouverture et l'ISO influencent la luminosité de ton image. Cependant, ces trois paramètres ont aussi une influence sur le rendu final de ta photo. Je vais donc te montrer étape par étape comment chaque paramètre influence le rendu de ta photo. Attention, je tiens à te préciser que nous allons vraiment nous concentrer sur le rendu de la photo. Donc, je vais m'arranger pour avoir toujours la même exposition, même si je fais varier les paramètres du triangle d'exposition. Cela veut dire que si par exemple, entre deux prises de vue, je passe de ISO 100 à ISO 500, mais qu'en termes de lumière, rien ne change, c'est parce que je compense en augmentant par exemple la vitesse. Cela me permet de garder la même lumière entre deux photos afin que tu puisses te concentrer que sur l'impact qu'a chaque paramètre du triangle d'exposition sur le rendu uniquement. Maintenant que tout est clarifié, je vais t'expliquer comment la vitesse influence le rendu de ta photo. Pour rappel, la vitesse, ou plus précisément la vitesse d'obturation, est le temps durant lequel l'obturateur de l'appareil photo va rester ouvert pour que la lumière puisse atteindre le capteur de ton appareil photo. Pendant cette durée, le capteur de ton appareil va enregistrer tous les éléments qu'il voit. C'est comme si on bandait les yeux d'un peintre et dès qu'il a la possibilité d'ouvrir ses yeux, il commence à peindre tout ce qu'il voit devant lui sans exception. Dans ce cas, il est face à un environnement statique. Il n'aura donc pas de difficulté à reproduire ce qu'il voit. Mais imagine qu'il y a des animaux par exemple qui sont dans la scène. Tu comprends que cela serait difficile car il sera obligé de dessiner l'animal à chaque déplacement de celui-ci. Car n'oublie pas, le peintre dessine tout ce qu'il voit. Donc ta caméra va réagir de la même manière. Si tu lui donnes une vitesse assez rapide, même si les éléments de la scène sont en mouvement, le capteur n'aura pas le temps de capter tout le déplacement des sujets. Tu verras sur la photo un mouvement précis de l'action. Mais si tu donnes une vitesse assez lente, le capteur étant ouvert pendant un moment plus long, il aura le temps d'enregistrer plusieurs informations. Voilà pourquoi tu verras sur certaines photos un effet de filet. C'est parce que la vitesse d'obturation choisie était assez lente pour enregistrer le déplacement des éléments de la photo. Alors, comment savoir si une valeur de la vitesse est lente ou rapide? Pour répondre à cette question, nous allons faire un test pratique. Allez, on y va. Ouais, donc voilà, nous sommes ici au parc Quinte, de superbe endroit de Montréal. Donc c'est ici, nous allons faire le test sur la vitesse. Donc vous allez voir qu'à des situations données, il est très important de régler la bonne vitesse. Donc ce que je vais faire avec Georges, c'est qu'il va courir et je vais le prendre à des vitesses différentes. Et vous allez voir l'impact que la vitesse aura sur les photos. Alors Georges, est-ce que tu es prêt? Of course. Allez, c'est parti. Donc pour la première photo, nous allons prendre Georges à 1 sur 50 secondes et nous allons voir l'effet que cela a sur la photo. Tu es prêt Georges? Oui. 3, 2, 1, go! Donc maintenant pour la deuxième photo, je vais essayer d'avoir une vitesse légèrement un peu plus rapide. Donc nous allons prendre Georges à 1 sur 100 secondes. Attention, go! Pour la troisième photo, nous allons prendre Georges à une vitesse de 1 sur 200 secondes. C'est parti. C'est prêt? Go! Enfin, pour la dernière photo, nous allons prendre Georges à 1 sur 500 secondes. C'est parti. 3, 2, 1, go! Donc, vous l'aurez compris, pour avoir un sujet net, sans flou, il faudrait que la vitesse soit grande afin de figer le mouvement. Débriefons l'exemple. Tu as remarqué que pour bien figer le mouvement et éviter ce qu'on appelle le flou de mouvement, nous avons été obligés d'augmenter la vitesse jusqu'à 1 sur 500 secondes. Cette vitesse était assez suffisante pour avoir Georges bien net dans sa course. Mais cela ne veut pas dire que cette valeur sera la valeur à garder pour figer tout type de mouvement. Prenons l'exemple des courses de voitures. Il faudrait une vitesse encore plus grande pour pouvoir figer le mouvement des voitures, car comparer la vitesse des voitures à celle des hommes, il n'y a pas photo. Enfin, tu as compris le jeu de mots, il n'y a pas de comparaison à faire. Donc, il faut faire attention à cela aussi. Il n'y a pas de valeur fixe. Cependant, il existe des estimations qui ont été normalisées pour que tu ne perdes pas trop de temps à chercher la valeur exacte pendant une prise de vue. Ce sont des fiches qui te donnent une estimation sur la valeur de la vitesse que tu dois choisir en fonction de la situation. Tu pourras télécharger cette fiche juste en bas de la vidéo.
Maintenant, passons à l'ouverture. Comme tu le sais, l'ouverture va te permettre de contrôler la quantité de lumière qui entre dans le capteur. Cependant, le choix de sa valeur sera déterminant sur le rendu final de ta photo. En effet, lorsque tu fais une mise au point sur un sujet, les éléments en arrière sont flous. Tu verras que l'intensité de ce flou varie d'une image à une autre. L'un des paramètres qui agit sur l'intensité de ce flou est l'ouverture. En effet, plus l'ouverture sera grande, plus l'arrière-plan sera flou. Par exemple, pour une image où le seul paramètre qui change entre deux prises de vue est l'ouverture, alors nous aurons plus de flou en arrière-plan pour une ouverture de 2.8 que pour une valeur d'ouverture de 16. Un exemple concret vaut toujours 1000 mots, donc allons-y. Alors, pour le test de l'ouverture, nous allons le faire dans ce très beau parc, le parc Angrillon, qui est un super parc, très coloré d'ailleurs. Nous allons le faire avec la très belle Léa, qui s'est fait très belle pour vous. Bonjour. Donc voilà, comme vous le savez déjà, je vais prendre plusieurs photos et nous allons essayer de voir à chaque ouverture quel est l'effet que l'ouverture a sur la photo. Donc, comme vous l'avez remarqué, plus l'ouverture est grande, plus nous aurons une très faible profondeur de champ. Donc, vous savez déjà quels sont les paramètres que vous aurez à prendre si vous voulez faire des portraits et avoir un très beau flou d'arrière-plan. Allez, c'est parti, nous allons parler de l'ISO. Alors, pour le test de l'ISO, nous allons photographier ce bouquet de roses et nous allons le faire à des ISO différents. Donc, je tiens à vous préciser que dans ma vidéo précédente, je vous avais expliqué que plus vous allez monter en ISO, plus vous allez apporter de la lumière à votre photo. Mais il n'est sans conséquence dans le sens où plus vous allez monter en ISO, plus votre image va se dégrader. Donc, durant l'expérience, je vais prendre ce bouquet de roses à des ISO différents. Et vous allez remarquer que plus je vais monter en ISO, plus mon image va se dégrader. Mais je tiens à vous dire que la valeur de l'ISO pour laquelle mon image va commencer à se dégrader n'est pas forcément cette valeur pour le vôtre, dans le sens où chaque appareil photo a sa sensibilité en ISO. Si vous avez un boîtier récent, vous aurez plus de flexibilité à monter les ISO tout en gardant la qualité de l'image. Mais si vous avez un ancien boîtier, vous verrez que l'image va commencer à se dégrader à partir de certains ISO. Autre chose, si durant le test, vous remarquez que j'ai toujours la même exposition malgré que je suis en train de monter en ISO, c'est parce que quelque part, j'augmente aussi la vitesse afin de compenser l'éclairage. Mais pour ce test, nous allons juste nous concentrer sur l'ISO et voir jusqu'à quel point l'ISO peut dégrader l'image. Donc sans plus tarder, passons au test. Donc là, je vais prendre le bouquet à 100 ISO. Ok. Voilà, donc il faut remarquer que nous avons quand même une image assez de bonne qualité. Donc je tiens à vous rappeler que mon appareil, lui, il peut aller de 100 ISO à 3000, 6000, 32000. Certains boîtiers peuvent aller encore à des ISO un peu plus bas, c'est-à-dire 50, mais nous allons commencer à 100 ISO. Deuxième photo, je vais prendre le bouquet à un ISO de 500. Voilà, nous avons déjà quelque chose de pas trop mal, mais nous constatons que l'image commence peut-être légèrement à se dégrader si on zoome un peu par rapport à la précédente. Donc, ce que nous allons faire pour notre troisième photo, nous allons passer à un ISO de 1000. Voilà, donc vous voyez clairement que nous commençons à avoir ce qu'on appelle des grains dans l'image. Donc voilà, le boîtier commence à ne plus supporter les grains. Nous avons fait la dernière photo à un ISO de 2000 et nous allons voir ce que ça donne. Bon là clairement on a perdu tous les détails. Donc voilà un peu. Donc vous l'aurez compris, plus vous allez monter en ISO, plus vous allez perdre en qualité d'image. Donc le triangle d'exposition est quelque chose d'assez compliqué mais en même temps d'assez facile. C'est-à-dire que suivant les situations, vous devez faire des choix. Si par exemple vous avez quelqu'un qui court très vite, vous aurez compris qu'il faudrait prioriser d'abord la vitesse. Ensuite, vous pourrez compenser avec l'ISO ou la profondeur de champ pour avoir le résultat escompté. Il faudrait que quand vous prenez une photo, vous commencez à définir vos priorités. C'est-à-dire, si j'ai quelqu'un qui court, alors j'ai besoin de le figer. Je n'ai pas besoin d'avoir un flou de mouvement. Donc, il faudrait déjà que j'ai une vitesse très grande, c'est-à-dire 1 sur 500, 1 sur 600 ou peut-être plus.
Si dans une photo, je veux avoir par exemple un bon flou d'arrière-plan comme dans les portraits, donc je vais ouvrir mon objectif, c'est-à-dire être peut-être à 1.8, 2.8 environ, pour avoir un très beau flou. Après que j'ai ce résultat, je vais utiliser ma vitesse ou mon ISO pour compenser en fait d'avoir une bonne exposition. Donc voilà tout pour le triangle d'exposition. Une fois que vous l'aviez bien compris, il vous suffit juste de pratiquer pour vraiment comprendre dans quelle situation tel paramètre serait idéal. Donc voilà l'impact qu'a le triangle d'exposition sur le rendu final de ta photo. Le triangle d'exposition est super important pour ta carrière de photographe. Donc je te conseille fortement de pratiquer. Seule la pratique va te donner des automatismes car tu auras déjà été dans une situation donnée. Si au début tu te mélanges un peu, c'est pas un problème. C'est comme quand tu étais bébé, tu tombais tout le temps, mais ça ne t'empêchait pas de te relever. Maintenant, tu cours comme un voleur. Donc, le seul conseil que je peux te donner, c'est de pratiquer énormément. Si tu veux apprendre plus sur les réglages, autant sur la prise de vue que sur la post-production, alors je t'invite à rejoindre l'école Fooz Media. Cette école dispose de plus de 15 cours, avec plus de 250 vidéos avec des travaux pratiques pour valider tes connaissances. Tu apprendras la photographie de studio, en extérieur, de produits, de mariage, en maîtrisant les logiciels comme Capture One, Photoshop et Lightroom. L'école est dans sa phase de construction, donc nous offrons un tarif très bas pour les premiers élèves. Si tu veux avoir plus d'informations sur l'école Fooz Media, je t'invite à jeter un coup d'œil dans la description. Donc voilà tout ce que tu dois connaître sur le triangle d'exposition. Alors si tu as des questions, n'hésite pas à le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Abonne-toi pour recevoir d'autres contenus comme celui-ci qui vont énormément t'aider. Sur ce, moi je te laisse. Tchuss!